Bonjour, bienvenue sur Startup Show. Alors nos invités aujourd'hui, ce ne sont pas des startups, mais ils font beaucoup pour les startups. Alors nous avons André Labat, qui est donc le directeur de l'incubateur PACA Est, et Martine Clément, qui est la déléguée régionale de l'INPI PACA. Alors tous les deux se sont associés, ont conclu un partenariat. Alors c'était informel il y a des années, ça a été un petit peu institutionnalisé il y a 3 ans, pour aider justement les jeunes entreprises innovantes à bien démarrer, parce qu'il y a des erreurs à ne pas faire et qui peuvent justement handicaper le succès et même toute la vie du projet. Alors, brièvement, vous allez vous présenter, honneur aux dames, Martine Clément. Donc, Martine Clément, déléguée régionale de l'INPI en PACA. Et l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle avec pour mission essentielle la protection de l'innovation. L'innovation au sens large, pour les startups, on va parler de brevets pour la technique, mais ça peut être aussi pour les marques, c'est-à-dire le nom qu'on va donner à la société, voire les modèles sur l'apparence d'un objet particulier qui peut être fait dans l'entreprise. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut voir, je dirais même presque avant la création d'entreprise. Alors, André Labat, là aussi l'incubateur PACA Est est bien connu, c'est un incubateur qui est quand même réservé à la recherche publique. Alors, est-ce que vous pouvez présenter en 2 minutes, là aussi Oui, en fait, on est issu des lois sur l'innovation. Donc, dans ces lois, l'idée, c'était de permettre aux chercheurs du domaine public, du CNRS, des universités, de tout un tas de laboratoires, de créer leur entreprise. Mais comme un chercheur n'est pas un entrepreneur, il n'a pas de notion de business, de finance, l'idée, c'était de créer des dispositifs qu'on appelle des incubateurs. Nous sommes 30 en France regroupés dans l'association RETIS. Donc ces 30 incubateurs publics vont aider prioritairement effectivement un public de chercheurs, mais aussi un public de gens qui viennent du privé, qui ont été malheureusement, à Sofia, on a connu des hauts et des bas, donc il y a des gens qui sont en phase de se repositionner au niveau professionnel. À partir du moment où il y a un lien avec un laboratoire public, ils sont éligibles à être candidats à un incubateur. Donc ce n'est pas réservé uniquement à des gens de la recherche publique, mais il faut qu'il y ait un lien précis avec la recherche publique. En 2 mots sur Sofia, combien d'entreprises incubées ? Depuis à peu près 12 ans d'existence, 120 projets, puisque, encore une fois, viennent nous voir des personnes physiques, la société n'est pas créée, donc 120 projets sont venus nous voir en 12 ans. Voilà. Alors ce partenariat, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il a été fait? Enfin, on comprend tous que les entreprises innovantes ont besoin de se protéger, mais comment c'est venu ce rapprochement? Alors ce partenariat, moi je dirais que ce qu'on souhaite au niveau de l'INPI, c'est que les entreprises sachent le plus en amont possible comment se protéger pour éviter un certain nombre d'erreurs. Donc l'idée, c'est de les accompagner dès le début, dès la création de l'entreprise, plutôt que d'arriver à la propriété industrielle par hasard et parce qu'on a un problème juridique. Donc l'objectif aussi, c'est de leur donner suffisamment d'informations pour que dès la création, elles arrivent à connaître, à s'assurer en tout cas que le terrain est libre et quelles sont les erreurs à éviter au début. Alors ces erreurs à éviter, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Parce que c'est aussi précieux de connaître un petit peu ce qu'il ne faut pas faire. Oui, tout à fait. Déjà, essayer d'éviter de travailler pour rien, c'est-à-dire ne pas réinventer des choses qui existent déjà en termes techniques, puisque aujourd'hui, on a des bases de données qui répertorient tout ça et il faut déjà aller regarder ce qu'il y a dedans pour éviter d'être contrefacteur. Je pense que ça, c'est la première des choses. Et c'est vrai à la fois pour les brevets, donc pour la technologie. On peut toujours perfectionner ce qui existe, mais il faut savoir déjà ce qui existe pour éviter les soucis. Et puis éviter les conflits aussi sur les noms. Parce que là aussi, il y a un grand nombre de marques qui sont en vigueur, 1 500 000 aujourd'hui, rien que sur la France. Ce qui fait que de trouver un nom original, c'est pas si simple que ça, surtout pour une PME ou une start-up qui veut toujours évoquer plus ou moins finalement son activité.
Et on retrouve très souvent des terminaisons qui sont déjà employées par d'autres. Donc ça peut éviter quand même de démarrer sa vie par un problème juridique avec une autre entreprise. Donc rien que ça, je pense que c'est déjà précieux dans l'accompagnement des entreprises. Voilà. Alors comment ça se passe avec l'incubateur? C'est-à-dire, bon, les gens s'adressent, s'ils ont un projet, au niveau du projet ou la société créée, comment on vient à être accepté ou à être incubé? Oui, en fait, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des aides qui existent avant même de créer sa société. Donc, c'est un des messages forts qu'on a envie de passer aujourd'hui, puisque certaines aides, je crois qu'il y a 250 aides publiques en PACA quand on veut créer une entreprise. Donc, c'est très dur de se retrouver dans cette... donc, c'est vraiment un maquis. Et un des messages qu'on veut faire passer, c'est que quand on s'adresse à INPI, à l'incubateur PACA-Est, à l'incubateur Télécom Paris, parce qu'il y a plusieurs incubateurs sur la Technopole, vous êtes face à des gens qui déjà peuvent vous aider avant même d'avoir créé. Donc ça c'est important. Et une des erreurs peut-être à ne pas faire, c'est quand on écoute, et si on regarde le Startup Show, c'est qu'on est quelqu'un qui se renseigne et qui est à l'écoute de ce qu'il faut faire pour créer sa startup. Les taux de survie des sociétés qui ont été accompagnées par des structures d'accompagnement sont beaucoup plus élevés que les taux de survie des entreprises qui se créent sans structure. On a des statistiques d'ailleurs là-dessus à peu près. Je ne sais pas si c'est 70% de taux de survie pour les entreprises accompagnées. On est même au-delà de 85. C'est encore mieux alors. Voilà. Après, chaque structure, ce qu'il faut comprendre, a des critères propres de choix d'entreprise et qui ne sont pas des jugements de valeur sur le projet, mais par exemple des gens qui viennent nous voir avec vraiment aucun lien possible avec la recherche publique, on va les orienter vers d'autres structures, ce qui n'est pas un jugement de valeur sur le projet, c'est pas que le projet est mauvais, c'est juste que... Vous ne pouvez pas les accepter, non, on peut pas les accepter statutairement et à cause de nos financements et de nos fondateurs. Donc, on vient voir l'incubateur parce que on en a entendu parler, parce qu'on est d'un établissement public et que le service valorisation vous conseille, à l'INRIA, à l'université, au CNRS, vous conseille d'aller voir l'incubateur. Et puis aussi, voilà, par là, il y a un comité d'évaluation, je présume. Il y a une instruction par les chargés d'affaires. Voilà. Donc, on est une petite association, on est 5 personnes, 3 chargés d'affaires. Donc, c'est eux qui font une préinstruction du dossier pour justement juger de l'éligibilité. Parce qu'à la fois, il faut venir nous voir avant d'avoir créé, mais il faut quand même avoir en main un prototype, quelque chose à montrer. Et en gros, le créneau 3 à 6 mois avant de créer l'entreprise. Ça ne sert à rien de venir nous voir si on projette de le faire dans 3 ans. Quoi. Donc les chargés d'affaires sont vraiment là pour instruire le dossier, vérifier l'éligibilité, éventuellement rediriger vers d'autres structures si on n'est pas le bon endroit pour accompagner. Et ensuite, il y a un comité de sélection, effectivement, avec tout un tas de personnalités qualifiées pour évaluer le projet. Et en finale, c'est le conseil d'administration de l'incubateur qui décide de l'entrée. Alors, qu'est-ce qu'apporte un petit peu justement l'INPI? Bon, on a vu, c'est vérifier si le nom est pris, est-ce qu'il y a d'autres services que vous pouvez apporter? Parce qu'on parle il y a peut-être des potentialités de brevets quand quelqu'un a vraiment une innovation de rupture, je dirais. Quels sont un peu les services? Comment ça se passe? Les gens viennent vous voir et... Les gens viennent nous voir, mais je dirais comme l'incubateur, ils viennent nous voir par rapport aux services qu'on leur apporte directement, mais aussi c'est une porte d'entrée à un réseau qui est plus vaste de nos partenaires de l'innovation, mais on est dans les premières portes d'entrée. Donc qu'est-ce qu'on peut apporter aux créateurs? Déjà l'information de base des rendez-vous personnalisés dans lesquels ils peuvent déjà exposer leurs problèmes et puis on peut voir ce qu'il est possible de faire ou pas, donc directement à la délégation de Sophia sur le site. Et puis après, ça peut aller au-delà. On propose aujourd'hui pour les entreprises innovantes qui n'ont jamais déposé de brevet, parce qu'on est parti du constat que de l'innovation, il y en a beaucoup, mais que peu d'entreprises transforment l'essai en vraiment protégeant l'innovation qu'elles ont faite réellement. Donc on offre des prédiagnostics propriété industrielle. Quand je dis on offre, c'est parce qu'ils sont financés par l'INPI et on considère que ça coûte 1 500 € aujourd'hui. Et on va envoyer un expert soit de l'INPI, soit un expert extérieur, et dans ce cas, c'est nous qui le finançons, pour aider l'entreprise ou la start-up à voir ce que la propriété industrielle peut lui apporter dans le cadre de son développement. Donc on va lui rendre un rapport avec un état des lieux et des pistes d'action. Et ça peut aider pas mal les entreprises, parce que des fois, elles arrivaient, on l'a vu par le passé,
à la propriété industrielle par la mauvaise porte, je dirais, parce que tout d'un coup, elles reçoivent une lettre recommandée qu'elles ont un problème de contrefaçon parce qu'elles n'ont pas vérifié au préalable que la technique qu'elles ont développée était libre d'exploitation, ou parce qu'elles ont repris le nom d'une grande entreprise qui va vouloir tout à fait légitimement, parce qu'elle a un droit à le défendre. Donc l'idée, c'est quand même d'amener les entreprises à la propriété industrielle par la bonne porte, de réfléchir avant, et puis en connaissance de cause, à ce moment-là, de déposer, pas des brevets parce qu'il faut absolument en déposer, mais parce que dans leur contexte d'entreprise et par rapport à leur objectif, ça a du sens de le faire. Voilà, c'est ce qu'on veut apporter dans le cadre de ces prédiagnostics. Est-ce qu'il y en a des exemples? Enfin, je veux dire, même si on ne cite pas, mais les startups, il y a des startups de Sophia qui déposent, ou est-ce que c'est très rare? Non, il y en a qui déposent quand même. Hein. Les prédiagnostics, on a commencé à mettre ça en place au niveau de l'INPI il y a déjà 8 ans. Et sur PACA, on a déjà visité comme ça et proposé 600 prédiagnostics. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et qui permet d'éveiller, je dirais, les entreprises à ce qu'est la propriété industrielle sans nécessairement qu'elles déposent derrière. Mais au moins qu'elles se posent les bonnes questions. Je dirais, on ne veut pas que tout soit brevetable et que tout soit breveté, mais qu'on choisisse le brevet ou le secret, que ça soit fait en connaissance de cause et que ça soit une stratégie et pas le hasard qui ait fait ça. Puis je présume de bien définir qu'est-ce qui est brevetable et qu'est-ce qui ne l'est pas forcément. Je crois que ça, c'est un art très spécifique. Hein. On a également quelques cas de gens qui sont encore salariés de leur entreprise, quelquefois dans des plans de licenciement, donc ils n'ont pas encore quitté physiquement l'entreprise, qui commencent à travailler sur leur projet, et là, il faut vérifier qu'ils ont bien le droit de commencer à travailler sur quelque chose qui pourra leur appartenir et qui n'appartient pas à leur employeur actuel. Donc ça, c'est des cas qu'on rencontre assez fréquemment et on essaie de... Oui, parce que après, l'employeur peut dire mais ça a été développé alors qu'il était salarié chez moi, donc Exactement. Ça m'appartient. C'est logique. Hein. Si la société ne marche pas très bien, ça n'arrivera pas. Si un jour ça devient un grand succès, comme on l'espère, là, il y a des gens qui peuvent se dire... On se rappelle, et voilà. Donc ça, c'est des choses à vraiment regarder bien avant donc, de créer. Alors Sophia, on a quand même la chance d'avoir belles entreprises, hein, à travers les laboratoires sophipolitains, et puis je présume qu'il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur s'installer aussi à créer leur entreprise, leur start-up à Sophia. Alors, on en avait discuté l'autre jour, et tu me disais que finalement, on avait, à travers les entreprises qui étaient actuellement incubées, un regard sur ce qui allait arriver dans les technologies de 2-3 ans. Est-ce qu'on peut porter un petit peu un regard comme cela sur actuellement l'incubateur PACAES? Parce que aussi bien dans les domaines des sciences de la vie, dans le domaine d'éthique, hein, dans le domaine... Est-ce qu'il y a quelques entreprises qui sont vraiment représentatives un peu de ce qu'on aura dans 2-3 ans? De toute façon, dans 2-3 ans, on aura par exemple des smartphones qu'on pourra regarder en 3D sans lunettes. Donc, voilà. Ce sera peut-être une entreprise de l'incubateur qui arrivera à le faire, ça sera peut-être une autre. Mais en tout cas, c'est sûr que... C'est un des axes de travail, c'est un des axes de recherche. Plus de recherche, je veux dire, même de développement. Hein. Ah, maintenant, voilà, je pense que d'ici 2 ans, on arrivera à ça. Le smartphone connecté, ça, effectivement, on le voit beaucoup dans la presse en ce moment, mais il y a beaucoup de choses qui sont là-dessus. Le machine-to-machine, donc des objets connectés, c'est-à-dire que là, on est beaucoup sur la communication entre personnes, mais à l'avenir, les objets vont être communicants et on est sur des facteurs x100, je crois, de nombre d'objets qui seront connectés. C'est un peu le nouvel Eldorado, là, hein, dont on parle. Bien sûr, oui. Et donc on y travaille ici. Et dans les sciences un petit peu de la vie. On aura un jour, je l'espère, plus qu'une seule télécommande à la maison. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé d'avoir la télécommande. On en rêve tous là. Alors si on la perd, on en rêve tous. Si on la perd, c'est dramatique. On perd tout là. On sera peut-être content d'en avoir plus qu'une. Mais on déposera un brevet pour la détecter, l'unique télécommande, donc pas de souci. On aura des médicaments dans lesquels il y aura moins d'effets secondaires que ce qu'il y a aujourd'hui. On aura des peintures avec moins de composants chimiques, beaucoup plus propres, enfin des exemples on peut... Avec beaucoup d'extraits naturels. Avec beaucoup d'extraits naturels, donc ça c'est des vraies tendances de fond qu'on voit sur alors, sur beaucoup de projets. C'est dans l'incubateur, c'est en marche dans l'incubateur PACAES alors. Tout ça peut arriver par des grands groupes industriels, mais c'est vrai qu'il y a quand même des chercheurs très compétents dans nos laboratoires publics, et que ces recherches, on est content quand elles se transforment en entreprise et en emploi, et c'est vraiment notre job.
Alors, est-ce que, puisqu'on est avec l'INPI, est-ce qu'à Sophia, on dépose beaucoup de brevets? On a parlé des startups, mais il n'y a pas que des startups quand même. Est-ce qu'il c'est un endroit où on dépose, qui est considéré comme un des endroits où il y a des brevets qui y arrivent? Dans la mesure où il y a beaucoup de centres de recherche, oui, il y a des brevets qui sont déposés à partir de la recherche sophipolitaine, mais vous savez comme moi que tous les sièges des entreprises ne sont pas nécessairement sur Sophia et que la propriété industrielle, c'est souvent très proche de la direction générale. Donc ça ne se reflète pas nécessairement dans les statistiques. Un petit peu l'activité de Sophia. Tout à fait. De la recherche, mais par contre, au niveau de la recherche, évidemment qu'il y a beaucoup de l'invention et donc les brevets naissent à partir de la recherche qu'on trouve sur le site. Il y a aussi une caractéristique de Sophia, c'est qu'on œuvre beaucoup dans le monde du logiciel et des TIC, et qu'on ne peut pas toujours breveter un logiciel. D'ailleurs, en transition pour annoncer notre mini-conf du 22 mars. Le 22 mars à 14h sur le nouveau campus Sophiatech. Donc à 14h, on aura une conférence et on invite vos téléspectateurs, vos internautes à venir nombreux. Ils pourront rencontrer l'incubateur, ils pourront rencontrer l'INPI et également entendre une conférence d'un cabinet en propriété industrielle qui témoignera de la manière dont on peut protéger justement les logiciels. Même si on ne peut pas les breveter. Justement, vous avez bien fait de dire ça, parce que justement, je pense que contrairement à une idée reçue, on peut probablement en breveter beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et là, je dirais, on plaide coupable parce que pendant très longtemps, les professionnels de la propriété industrielle ont dit au secours, non, on ne brevette pas les logiciels, donc c'est quelque chose qui est rentré un petit peu dans l'imaginaire et dans la culture des entreprises. Or, c'est faux, je vous invite à aller sur nos bases de données, voir le nombre de brevets de logiciels. Alors, la seule chose qu'on va leur demander, c'est d'avoir un effet technique, mais croyez-moi, il y a énormément de brevets. Et d'ailleurs, on a entendu parler l'été dernier du rachat de Motorola par Google, et ce qu'ils ont racheté, c'est les 1700 brevets que n'a pas Google et qui n'avaient pas d'actifs immatériels. Donc, je crois que il est temps de réaliser que beaucoup de logiciels sont en fait brevetables. Après, qu'une entreprise choisisse de ne pas breveter, je dirais, c'est sa stratégie. Si elle le fait en connaissance de cause, c'est très bien. Mais une des raisons pour lesquelles on fait cette conférence, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la protection du logiciel aujourd'hui et on veut justement démystifier un petit peu tout ça. Quand on a regardé les grandes batailles juridiques entre Apple et Samsung, c'est vraiment montrer que c'est un enjeu totalement stratégique, la disposition des logiciels, et on peut pratiquement empêcher un concurrent de développer un produit simplement parce qu'on a le brevet. L'objectif, quand on est très gros, oui, on est offensif, mais quand on est petit, on l'utilise dans un premier temps de manière défensive. Donc, encore une fois, c'est les recherches préalables qui permettront de voir si c'est libre d'exploitation ou pas. Et c'est un enjeu pour la start-up également pour la levée de fonds. C'est-à-dire que ça crée vraiment un actif pour l'entreprise que d'avoir réussi à breveter, ça crée une valeur. Quelque chose dans les mains. Voilà, parce que la start-up n'a pas toujours du chiffre d'affaires pour expliquer sa valeur face à des investisseurs, alors que si elle a vraiment une protection, un brevet, ça crée de l'actif immatériel qui va l'aider à se valoriser pour les futures levées de fonds. Donc c'est quelque chose de très important, d'autant qu'on a plus de la moitié des entreprises à l'incubateur sont dans le domaine des TIC, d'où l'importance de cette conférence qu'on va faire vendredi prochain. Bien, donc on va les entendre. On va passer maintenant aux questions des internautes. Alors, première question de Christophe. Avez-vous des startups représentées au prochain BA06 ? Alors le BA06, c'est le Business Accelerator, qui a lieu le 20 mars. Le 20 mars, à la Chambre de commerce de Nice. À la Chambre de commerce de Nice. Alors, je pense que ça sera plutôt André. Oui, on aura bien sûr des startups représentées. Je conseille vivement à beaucoup de gens d'aller à cet événement. Il y aura, en plus bien sûr de l'INPI, des incubateurs, il y aura beaucoup d'organismes d'aide à l'accompagnement des entreprises. BA06 organise l'événement, mais ils ont aussi mis en place un fonds d'investissement pour des entreprises. Donc ce sera un excellent lieu de rencontres et
Merci de m'y avoir fait penser par cette question. Voilà. Donc on verra toute la richesse un petit peu en termes de start-up, hein, qu'on voit bien sûr dans l'incubateur, mais qu'on voit aussi en dehors de l'incubateur. Hein. Alors, autre question. Acceptez-vous tout type de start-up, biotech, pharma, ou seulement des start-up dans le monde Internet mobile? Alors, je crois qu'il y a eu un peu une réponse. Hein, donc voilà, 50% en fait sont dans le domaine, plus largement des TIC, 25% dans le domaine des sciences de la vie et 25% dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Encore une fois, si on revient à l'origine du métier de l'incubateur, on est adossé à de la recherche publique qui, par nature, est pluridisciplinaire. Donc nous sommes un incubateur pluridisciplinaire. La contrainte, c'est de créer son entreprise dans le 06 ou dans le 83. Sinon, à ce moment-là, si quelqu'un veut créer son entreprise à Marseille, on va l'aiguiller vers notre confrère. Alors, il y avait quand même une petite porte pour rentrer sans être dans la recherche publique. Oui. C'est le Galileo Master. Oui, tout à fait, qui est un concours, un appel à idées qui va être ouvert début avril jusqu'à fin juin, donc sur le site internet galileomasters.eu. Et donc là, une entreprise va être sélectionnée au niveau de la région Nice-Sophia-Antipolis. Le vainqueur va gagner 6 mois d'incubation. Et effectivement, il n'a pas besoin, dans ce cas-là, d'être adossé à un laboratoire de recherche publique. Bon, il y a un prix du Conseil général 06 de 5 000 € pour le vainqueur, sachant que ce vainqueur va ensuite participer à la compétition européenne à Munich et peut remporter 20 000 € de prix et des très grosses couvertures presse. Donc le Galileo Master, c'est lié aux technologies avec des satellites. Hein, voilà, c'est le système concurrent au système américain GPS, sachant que le système Galileo est beaucoup plus précis et on peut notamment faire la preuve que l'objet se trouve bien à cet endroit, à ce moment-là, donc dans le temps et dans le lieu. Il peut y avoir la preuve de la présence de l'objet et une précision bien supérieure à celle du GPS. Plein de services, justement, à inventer, à développer. Alors, autre question. Quel doit être le stade d'avancement de mon projet pour le présenter à l'incubateur? Donc, encore Gilles. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir une preuve de concept technique, donc d'avoir un prototype, si possible, mais sinon on y travaillera à la preuve de concept commerciale, et d'être donc à cet horizon entre 3 et 6 mois avant création. Donc ça, c'est le bon créneau pour venir nous voir. Ni trop tôt, donc ni trop tard. Voilà, ceci dit, encore une fois, les chargés d'affaires de l'incubateur sont là pour aiguiller. Si c'est trop tôt, revenez nous voir un petit peu. Je pense qu'il vaut peut-être mieux venir nous voir trop tôt que trop tard. Voilà. Bon. Alors, voilà une question qui s'adressera plutôt à Martine. Alors, peut-on protéger une idée? À quel niveau? Alors ça, c'est un grand classique, je dirais, mais malheureusement non, ce n'est pas une idée, jamais au niveau de l'idée. Ce qu'on va demander pour la protection, c'est quelque chose, c'est la mise en œuvre matérielle et concrète de l'idée au niveau d'un brevet, par exemple, puisqu'il faudra être capable de décrire les caractéristiques techniques du produit, en l'occurrence. Donc, c'est jamais une idée ou un concept. Ça, on ne sait pas faire et ça ne se protège pas. Ça va être toujours la réalisation. C'est-à-dire comment on la met en place, cette idée. Comment on la met en place, quelles sont ses caractéristiques techniques. C'est toujours ça qu'on va demander. On peut avoir des idées fantastiques. Pour pique-niquer, je voudrais mettre le beurre en tube. C'est une bonne idée. Mais tant qu'on n'a pas trouvé la manipulation chimique qui fait qu'on arrive à le mettre dans le tube, on n'aura rien à protéger. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'idées. Ça serait vraiment, ça serait dangereux. Alors, question suivante de Sylvain Rispal. La PTR étant réservée aux entreprises, y a-t-il une aide équivalente en phase de création, c'est-à-dire avant l'incubation? Alors, la PTR... La PTR, moi je peux répondre là pour le coup, c'est la prestation technologique de réseau. Effectivement, c'est destiné aux entreprises. C'est un spécialiste. C'est destiné aux entreprises. Il y a différentes sortes de PTR. Il y a une PTR d'aide au premier brevet, par exemple, qui nécessite d'ailleurs le passage par un prédiagnostic au préalable parce que c'est de l'argent public qu'on donne et on veut le donner pour une finalité, je dirais, qui est concrète et positive. Et puis, il y a des PTR faisabilité, par exemple. Mais encore une fois, il faut une entreprise. Ça a été fait, ce type d'aide, qui est géré aujourd'hui par Méditerranée Technologies et financé par Oseo. En fait, ce sont des aides qui devaient permettre à des entreprises qui ne sont pas des entreprises technologiques d'accéder à un niveau supérieur de technologie. Donc, elles existent toujours, mais pas pour les porteurs de projets. Bon.
Voilà. Peut-être dernière question. Alors, quel est le coût pour un dépôt de brevet? Y a-t-il des subventions pour les jeunes entreprises? Là encore, Martine. Le coût du dépôt, ça dépend toujours de quoi on parle. En tout cas, les taxes de l'INPI sont très peu chères, puisqu'on est à 530 € pour un dépôt de brevet français. Oui, il y a des subventions pour les jeunes entreprises. Les premières années, on divise les taxes par 2 pour les PME. Donc en plus, c'est des PME, même pas au sens européen, au sens de l'INPI, on est à moins de 1000 salariés. Donc je pense que beaucoup d'entreprises y ont droit. Et pour les 6 premières années, puisque un brevet, c'est 20 ans et tous les ans avec un système d'annuité à payer pour maintenir en vigueur ce titre de propriété. Donc pendant 6 ans, on divise les taxes par 2. Et alors, est-ce qu'on peut donner quand même une petite fourchette parce que du cabinet donnant d'un prix de dépôt de brevet. On est à 250 € pour une PME. Voilà, bon, d'accord, donc c'est abordable. On est quand même dans message, des... Oui, parce que la recherche internationale aujourd'hui, en fait, qu'on facture 550 € ou la moitié aux PME, nous coûte plus de 2000 €. Elle est largement subventionnée par l'INPI. Mais alors ça, c'est un brevet qui est déposé en France. Mais alors est-ce qu'il y a le brevet, on a parlé beaucoup du brevet européen qui apparemment est sorti. C'est plus cher, parce que maintenant, avec la globalisation, protéger uniquement en France, c'est un petit peu restreint. C'est pour ça que je disais, ça dépend de quoi on parle. C'est clair qu'au niveau européen, il existe depuis longtemps. Ce dont on parle, c'est depuis quelques temps, c'est du brevet unitaire, c'est-à-dire d'avoir un titre unique sur l'ensemble de la communauté européenne. Ce qui change, parce qu'aujourd'hui, le brevet européen, une fois délivré, éclate en autant de brevets que de pays. Donc notre système d'annuité se multiplie. Donc quand on parle brevet européen, les taxes sont effectivement... Si on est à 27, ça fait beaucoup, là, ça devient beaucoup. Tout à fait, plus les taxes du cabinet conseil, donc là on est à 100 000 €, donc on ne parle pas du tout de la même chose. Voilà, parce que de 250 € à 100 000 €... Donc là, au bout de 5 ans, mais là effectivement on ne parle pas du tout de la même chose. Donc là on est plutôt à 100 000 € si on valide sur la plupart des pays, enfin disons 5 pays européens au bout de 5 ans. Et parmi ce qu'offre l'incubateur PACAEST, au-delà des conseils donnés par les chargés d'affaires, il y a une avance d'à peu près 20 000 €, une avance remboursable en cas de succès seulement. Et dans cette avance, on peut prendre en charge une partie des dépôts de brevets ou de faisabilité technique. Donc il y a toute la dimension formation, coaching par les chargés d'affaires, mais aussi on peut prendre en charge ce genre de dépenses. Bien, on a encore le temps pour une question. Ça c'était le coût. À quel moment faut-il déposer un brevet? Oui, les gens s'intéressent quand même au dépôt de brevet. À quel moment donc faut-il le déposer dans le processus de l'innovation, au stade de l'idée ou une fois que le produit est créé? Alors, ni trop tôt, ni trop tard. C'est un peu la même réponse que tout à l'heure, pour d'autres raisons. Pas trop tôt, parce que le dépôt en France, c'est un top chrono dans la procédure. On a après qu'un an, une année complète pour choisir dans quel pays on va déposer. Et comme on l'a vu, les coûts dans les pays à l'étranger, ça va être beaucoup plus cher. Donc, il faut le faire en connaissance de cause et avoir un petit peu progressé bien au-delà de l'idée. Par contre, pas trop tard non plus, parce qu'il y a un impératif, un brevet, il faut absolument une nouveauté. C'est-à-dire que même si l'inventeur lui-même a divulgué, l'invention est venue chez vous présenter son invention, sa propre invention, il ne peut pas la protéger après. C'est la nouveauté absolue. Donc, il ne peut pas discuter avec des partenaires, sauf accord de confidentialité. On lui opposerait sa propre divulgation. Voilà pourquoi je dis pas trop tôt, pas trop tard. Il y a une réflexion à mener sur chaque produit. Est-ce que c'est brevetable? Si c'est brevetable, il faut conserver une certaine confidentialité jusqu'au dépôt du brevet. Oui. C'est quand même compliqué. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes. Il y a l'INPI. Voilà, alors ça c'est une question pour André. Comment s'effectue la sortie de l'incubateur? Quelles sont les obligations de la start-up vis-à-vis de l'incubateur? Donc, à l'entrée, c'est des personnes physiques qui signent un contrat avec nous. À la sortie, on regarde quelles sont les aides qu'on a données, notamment financières externes. Donc, tout ce qui a été fait par l'équipe est gratuit. Une partie des aides externes est payante, et la start-up le sait, puisque chaque fois, elle s'engage et elle signe. Et donc, à la sortie, il y a une facture qui est émise par l'incubateur, remboursable 10% 2 ans après la sortie,
20% 3 ans après, 30% 4 ans après et 40% 5 ans après, quasiment sans intérêt. Donc c'est vrai que il y a le temps pour rembourser. Il y a le temps pour rembourser et surtout maintenant il y a tout un tas de structures. Donc maintenant on a des pépinières, que ce soit à Sophia Antipolis, à Nice, à Grasse, bientôt à Cannes, à Toulon, notamment sur le numérique. Donc maintenant on est vraiment doté sur tout le territoire du 06 et du 83 de pépinières qui prennent le relais du travail qui a été fait par les incubateurs. Et à Sophia, c'est encore plus simple, il suffit de descendre un étage, hein, c'est encore mieux. Voilà, on arrive au terme donc, de ce chat vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et puis rendez-vous pour tous ceux qui s'intéressent donc à l'innovation le 22 mars au campus Sophiatech 14. Voilà. Merci à tous, merci à André, merci à Martine. Merci à vous. Wait.